Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, opération coup de poing à Ouakam, ancienne piste. Les gendarmes ont délogé des délinquants et les occupants du site. Au moins 873 personnes interpellées. Journée mondiale de l'environnement célébrée ce jour. Le Sénégal célèbre cette journée sous le sceau du PSE vert, un levier pour la sauvegarde et la restauration des écosystèmes. Une large fenêtre consacrée à l'environnement ce soir dans ce journal. Et enfin, d'édition rétrospective sur les invasions de prison de Yadikone à Boydjiné en passant par Ino et Alex, sans oublier Bouba Chinois. L'article de la semaine signé El Hadj Malick Cissé. Bienvenue à tous. D'abord, le bureau du maire de Sinthiou Malem a pris feu dans la nuit du vendredi au samedi. L'incendie qui s'est déclaré dans le bureau du maire a causé d'énormes dégâts matériels, dont des documents administratifs, tous réduits en cendres. Le maire Mamadou Saliouba, joint au téléphone, indique qu'il s'agit d'un incendie criminel. Il a donc décidé de porter plainte contre X. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ancienne piste Ouakam, opération coup de poing de la gendarmerie, appuyée par le GIGN et le Sino Group, une zone réputée dangereuse, vidée de ses délinquants, mais aussi de ses occupants. Au moins 873 personnes ont été acheminées à la brigade de Ouakam. Je vous propose de suivre le reportage de Abdourahmane Li. Les gendarmes encerclent la zone après avoir évacué tout ce beau monde. Des délinquants, mais aussi des habitants de ce secteur, des étrangers pour la plupart. Nous sommes au niveau de l'ancienne piste à Mermoz, où l'opération a démarré dès 6 heures du matin. Les limiers se sont introduits dans cette zone où les plus jeunes dorment dans des taxis abandonnés, pire dans des installations de fortune. Des installations qui font office de cuisine, de chambre et parfois de toilette. 873 personnes interpellées par les gendarmes renforcés par les militaires de la Légion de gendarmerie d'intervention, du GIGN et du Sino Group. Le prétexte de cette opération, c'est que depuis quelque temps, il y a des citoyens qui ont saisi nos unités pour se plaindre d'agressions dont ils ont été victimes dans les parages. C'est soit sur la VDN, soit sur la route qui mène vers Cheikh Béthio. Alors, à l'issue, nous avons interpellé 873 personnes, dont 496 hommes, 314 femmes et 63 enfants. Un fait qui réjouit Bouba Diop. Il est mécanicien et s'est barricadé dans l'une des voitures de ses clients. Même si cela l'a bloqué ce jour dans ses activités, pour lui, cette opération aurait dû être menée depuis bien longtemps. Il y a des délinquants qui vivent dans ce secteur, contrairement à nous qui sommes là que pour travailler. À chaque fois que nous garons des voitures ici, le lendemain c'est une voiture avec des pièces manquantes que nous constatons. Il n'y a pas de sécurité ici. Mécaniciens que nous sommes, courons un gros risque en garant les voitures de nos clients ici. Raison pour laquelle cela a été un ouf de soulagement lorsque nous avons vu les gendarmes ici. À la brigade de Ouakam où ont été acheminés les malfrats et autres personnes interpellées, c'est la consternation qui se lit sur leur visage. Des centaines de têtes qui repensent au sort qui leur sera réservé. Le chef des opérations précise que parmi ces interpellés figurent des hors-la-loi qui seront présentés au procureur. Parmi ces personnes, il y en a qui ont été recherchées par nos services. Donc, elles seront déférées au parquet, mais les autres, nous allons les identifier. S'il n'y a rien contre eux, on va les libérer. Nous avons découvert un lieu de reconditionnement de produits dangereux, notamment de l'acide. Et nous avons démantelé aussi un débit de boissons clandestin. Vous savez que la vente de boissons alcoolisées est soumise à autorisation, et ce n'est pas le cas. Donc la personne qui exploite le débit de boissons a été interpellée. Un suivi sérieux, c'est le souhait des riverains.
Le monde célèbre l'environnement ce 5 juin au niveau national. La thématique choisie est le PSE vert, un levier pour la sauvegarde et la restauration des écosystèmes. Une protection qui passe forcément par l'agroécologie pratiquée au lycée Lamine Gueye. Une façon de promouvoir l'éducation environnementale grâce au jardin potager de l'établissement scolaire. Pape Ibrahima Ndiaye et Seleman Diallo nous plongent dans l'activité des élèves qui allient études et agriculture. Au lycée Lamine Gueye, tout ou presque tourne autour de la protection de l'environnement. Sur place, tous les moyens sont bons pour sensibiliser les élèves. Mais aujourd'hui, l'établissement a dépassé la sensibilisation et a posé des actes concrets. Un jardin potager y a été implanté sur un sol fertile. En très peu de temps, le résultat est bluffant. Des champs de tomates, choux, d'aubergines, de maïs font la fierté de ces acteurs. Quand on est arrivé l'année dernière, notre première action est allée dans ce sens-là. Et nous avons essayé d'embellir l'école en mettant des espaces verts, mais en impliquant les élèves dans également l'entretien de ces espaces verts-là. Il fallait passer par là. Et nous avions en vue l'idée du jardin, mais on n'avait pas un espace où le mettre. Et ici, on a trouvé une forêt qui date de Vanvo. Depuis que le lycée était Vanvo, la forêt était là. Mais à un moment, la forêt dérangeait, parce que la forêt était fréquentée par des gens peu recommandables. Nous sommes dans un espace d'éducation, nous ne pouvions pas accepter que de pareilles choses se passent à l'école. Cet espace cultivable, un projet initié par le provisorat, mais renforcé par les élèves. Ces derniers, organisés en comité, tenez-vous bien, ont un ministre de l'Environnement, un titre symbolique. En lieu et place de vanter ses résultats, l'autorité préfère se projeter vers l'avenir. Travail et études, d'abord, puisque c'est une formation pour nous. Une formation pour après les études qu'on pourra faire. Exactement. Et j'ai des conseils à donner aux autres établissements, évidemment, et aux autres camarades de s'investir dans l'agriculture. On a trouvé que ça nous a permis de connaître beaucoup de choses à savoir sur les plantes, comment arroser, et plus ça nous a permis d'acquérir des connaissances qui nous permettront peut-être un jour, après le bac, même si on veut, peut-être qu'on pourrait un jour avoir notre propre champ. On ne sait jamais. L'enseignement de l'environnement par la pédagogie de l'exemple, le message du proviseur de Lamine Gueye en collaboration avec des enseignants engagés sur ce terrain. Ils ont su imprégner les élèves sans perturber leur rythme scolaire. Très bien, on a organisé, on a senti que donc il fallait d'abord impliquer les élèves de seconde et de première d'abord dans un premier temps, parce que ce sont les élèves qui ont plus de temps, et donc de laisser les élèves de terminale à côté pour qu'ils puissent préparer les examens. Ensuite, donc, dans chaque classe, on a choisi les élèves, donc les surveillants, donc on a choisi par tranche, et donc chaque groupe passe dans la semaine pour faire effectuer les arrosages sous la supervision d'un encadreur. Un engagement réel, une cadence de production trouvée, les protecteurs du jardin ont ajouté à la scène une plus-value. Commercialiser les produits grâce à un circuit participatif. Il y a des gens de l'extérieur des quartiers, parce que les élèves, parfois, ce sont leurs mamans, les parents qui réclament. Comme ils ont vu, c'est du bio et ça les intéresse, ils disent aux enfants, nous en voulons, parce qu'on fait la commande et les gens se prononcent. Ouais, il y a un prix raisonnable. On vend le kilo de tomates à 500 francs. Contrairement au marché, on le vend là-bas à 700 francs. Nous, on a fait un prix raisonnable quand même, comme c'est un début. Au lycée Lamine Gueye, le plus important pour les initiateurs, ce n'est ni l'argent, ni la quantité de la récolte, mais ce sentiment d'avoir mis sur pied une activité collective, écologique, éducative, portée par des élèves.
Justement, Pape Ibrahim Ndiaye, en dehors du lycée Lamine Gueye, l'agroécologie, également au cœur de Toluker, un programme de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte pour implanter plus de 1000 forêts nourricières et médicinales au Sénégal. Dans la banlieue de Dakar, la ville de Guédiawaye a désormais son Toluker grâce à l'engagement de Modou Fall, président de Sénégal Propre, et de ses camarades. Ils ont concrétisé l'initiative au quartier Medina Gounass de Guédiawaye. Cheikh Diop et Seleman Diallo s'y ont rendu. Un champ niché au cœur de Medina Gounass à Guédiawaye. Toluker, comme son nom l'indique, vise à alimenter les ménages en légumes, plantes aromatiques, médicinales, fruits, volailles si besoin. Ici, on récolte tous les légumes. Il y a des aubergines, des carottes, des tomates, ainsi de suite. Mais le plus important est que tous nos produits sont 100% bio. Ils ne contiennent aucun produit chimique. Des champs et vendeurs de légumes, il en existe presque partout dans Dakar. Mais Toluker a cette particularité. Tous ces produits sont bio à 100%. Nous ne sommes plus obligés d'aller au marché, il y a du tout ici. Peut-être pas encore de poissons puisque l'endroit est un peu étroit, mais sinon on pourrait tout trouver ici. Un savoir-faire acquis au fil du temps par ce groupe de jeunes très déterminés, mais en attendant l'accompagnement des autorités locales, les ménages s'en félicitent. Nous avons une fidèle clientèle, mais pas aussi vaste que ça. Ce serait encore mieux si nous pouvions accéder aux grandes surfaces et leur vendre nos produits. Les jeunes des quartiers qui adhèrent complètement au projet sont en permanence sur les lieux, mais leur activité bute sur un obstacle de taille. Donc, ce Toluker, combien d'emplois ils peuvent créer? Donc, les gens qui travaillent et les commerçants qui viennent acheter du légume pour aller revendre. Donc tout ça, ça peut avoir. Mais il fallait aussi, nos autorités, avoir l'esprit aussi de partage, donc de venir descendre sur le terrain, savoir ce qui se passe actuellement pour au moins aider donc, leur quartier donc, sur le travail que l'agence sénégalaise donc, de la reforestation Grande Muraille Verte est en train de faire. Non seulement Toluker ravitaille ses voisins, mais est aussi un vecteur d'emploi pour ces jeunes. Beaucoup de jeunes essaient de copier notre modèle, mais malheureusement les autorités ne leur accordent pas une grande importance. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes et pourtant ils ne veulent que travailler. Tout cet espace peut leur être utile, mais hélas. Et pour ce faire, l'appui des autorités est très attendu. Pour la création de l'emploi, les autorités n'ont qu'à renforcer le système de Toluker. Si cela est fait, chaque Toluker peut créer 50 à 100 emplois directs. Si à cela s'ajoutent les emplois indirects que cela peut créer, ce sont des centaines de personnes qui y trouveront leur gagne-pain. Un programme de 1000 Toluker est initié par le gouvernement du Sénégal et piloté par l'Agence nationale de la reforestation de la Grande Muraille Verte. Si les autres localités traînent le pied, ici à Guédiawaye, Modou Fall et ses camarades font tout leur possible pour que ce rêve de consommer uniquement bio devienne réalité. Ça fait maintenant plus d'un an que le Sénégal a voté la loi interdisant l'utilisation de la plastique. Une très bonne loi selon les acteurs du domaine, mais qui fait défaut dans la pratique selon Modou Fall. Le président de Sénégal Propre fustige l'attitude du ministre qui a décidé d'incinérer 17 tonnes de déchets plastiques. Écoutons-le au micro de Cheikh Diop. Parce qu'après un an de travail, après avoir cette merveilleuse loi-là, un an de travail, donc nous avons vu que le ministre de l'Environnement avec la gendarmerie nationale, ils ont mis beaucoup d'efforts sur le marché, sur le terrain. Donc ils ont ramassé, donc, ils ont saisi donc, des tonnes de plastique au niveau des commerçants, au niveau des aéroports, au niveau des ports et surtout sur le marché sénégalais. Donc 17 tonnes de plastique
que le ministre avait récupéré donc, sur les 1 an. Donc l'anniversaire s'est déroulé le 20 avril dernier. Donc le 20 avril dernier, donc, on a vu que le ministre de l'Environnement allait à Sococim pour brûler les 17 tonnes de plastique qu'ils ont saisies. Mais je pense que cela ne favorise pas donc, les gens qui travaillent actuellement sur le système de recyclage. Cette journée mondiale de l'environnement, une occasion pour la délégation générale aux pôles urbains de lancer le reverdissement du pôle de Diamniadio. Ainsi, 1003 arbres seront plantés sur l'étendue du pôle. Le délégué général a saisi cette occasion pour faire le point sur l'évolution des travaux dans le pôle urbain qui avance à grands pas. Jen Farbassar, directeur délégué général du DGPU, au micro de Babacar Seck. Ici, au niveau de la DGPU, nous avons emprunté un sous-thème qui est Diamniadio Ville Verte pour fêter cet événement. L'arbre est un trésor pour l'humanité. L'arbre est un trésor pour les populations humaines et animalières. C'est pourquoi nous devons lui accorder une importance, parce qu'il nous protège et nous devons le protéger. Il nous procure un bien-être, le bien-être nécessaire à notre existence. Aujourd'hui aussi, je vais en profiter pour dire que nous démarrons le PSE vert du président Macky Sall à la même date. Je me réjouis du raccordement de tous les développeurs, constructeurs à l'eau, à l'électricité et à l'assainissement prioritaire. D'ici derrière vous, les projets ont démarré. Ont démarré depuis 2 mois. Je peux dire Dakar First, avec un hôtel 5 étoiles, le supermarché ou bien le centre commercial le plus grand en Afrique, avec toutes les communautés et toutes les marques, avec 5 tours de 30 étages. À côté aussi, nous avons Zénith, de la famille HM de Kaolack, avec le même investissement, avec les mêmes composantes. Bientôt, on va y construire des centres de vaccins contre la Covid et la fièvre jaune. Et puis, cette année, la Journée mondiale de l'environnement est célébrée dans un contexte où Greenpeace dénonce la production d'huile et de farine de poisson. D'après l'organisation écologique, un demi-million de tonnes de petits poissons pélagiques sont pillés chaque année des côtes d'Afrique de l'Ouest pour les revendre en Europe ou en Asie. Une pratique qui risque de priver beaucoup de foyers de nourriture, alerte l'ONG Moustapha Gabardiop. La pêche artisanale, un pilier de la sécurité alimentaire au Sénégal. Elle représente 70% des apports en protéines animales. De nombreuses familles vivent de ce secteur, aujourd'hui menacées par la demande mondiale en huile et farine de poisson. Tous les ans, 500 000 tonnes de poissons sont extraites des côtes ouest africaines pour alimenter les marchés européens et asiatiques d'huile et de farine de poisson. Selon Greenpeace, ce poisson aurait pu finir dans les assiettes de 33 millions d'Africains. Le malheur, c'est que ce poisson qui va nourrir les poissons d'élevage en Europe, c'est l'alimentation des gens les plus démunis au niveau de notre zone. Pour nous, c'est un vol qui est en train d'être effectué au niveau de nos pays, du poisson des pauvres pour aller nourrir les poissons des riches. Toutes ces espèces qui servent à la farine de poisson sont dans la liste rouge de la FAO. Tout ce qui touche à la sardinelle est en état de surexploitation au niveau de nos eaux. Pour alimenter ces industries, de nombreuses usines ont été installées tout au long des côtes sénégalaises ces dernières années. Et si on continue sur cette lancée, d'ici quelques années, le Sénégal peut être un pays exportateur, qui était un pays exportateur de poissons, peut devenir un pays importateur de poissons. Parce qu'il n'y aura plus assez de poissons pour faire. Aujourd'hui, le pêcheur est obligé d'aller à des kilomètres plus loin en mer pour trouver du poisson. Depuis quelques années, des métiers comme la transformation artisanale commencent à mourir. On ne voit plus le poisson séché, le poisson fumé que l'on trouvait dans tous les États. Pourquoi? Est-ce que demain la population aura accès à ça? Pêcheurs, mareyeurs, transformatrices ou encore transporteurs, près de 600 000 personnes pourraient perdre leur emploi à cause de la raréfaction des ressources halieutiques. Et au moment où je prends juste l'exemple du Sénégal, où on prône aujourd'hui création d'emplois. Mais souvent les emplois qui existent, c'est bien de créer des emplois,
Mais il y a des emplois qui sont là, qu'il faut sauver. Et si on ne laisse pas, on laisse prospérer ces usines de farine de poisson, c'est des milliers d'emplois qui vont disparaître. Pour les acteurs de la pêche artisanale, il est impératif de créer des aires protégées pour stopper la surpêche. Faute de quoi, la surexploitation des ressources en poissons pousserait de plus en plus de jeunes à l'immigration clandestine. Moustapha Gabardio, justement, les conséquences se ressentent à Fimela. La rareté des ressources halieutiques impacte beaucoup les pêcheurs. Des difficultés liées, selon eux, à la pollution et à la pêche des alevins. Pour s'en sortir, les pêcheurs de Fimela pratiquent d'autres activités comme la pêche de la crevette et les balades touristiques. Muntaga Khan, reportage. Sur cette belle plage, aux luxuriantes mangroves, seules ces pirogues prouvent que l'activité de pêche s'y déroule. En cette période de l'année, c'est la pêche à la crevette qui est de mise. Comme dans toutes les autres pêcheries, celle-ci est confrontée aux difficultés liées à la rareté des ressources halieutiques. Le poisson se raréfie beaucoup. Il fut des temps, on ne pouvait pas penser en arriver là. Par exemple, ces petits poissons qu'on ne pêchait jamais sont maintenant vendus sur le marché. Ce bras de mer était jadis très poissonneux. Les pêcheurs de Fimela expliquent la situation par la pollution et la pêche des alevins qui freinent beaucoup la reproduction des poissons. La rareté de la ressource s'explique par les ordures qu'on déverse dans ces eaux. Les poissons qui ne veulent pas vivre dans la saleté finissent par quitter les lieux. La pêche des alevins aussi est la cause de la rareté de la ressource. En plus de la pêche à la crevette, les pêcheurs de Fimela s'adonnent aussi aux balades touristiques. En cette période de l'année, on s'adonne à la pêche de la crevette. On trouve aussi des clients pour des balades touristiques. Pourtant, tout n'est pas perdu. Avec l'aire marine protégée qui est si bien surveillée, l'espoir de retrouver un bras de mer poissonneux n'est pas illusoire. Autre chose, la commune de Saint-Louis et la caisse de dépôt et de consignation viennent de parapher une convention cadre pour la reconstruction des 3 principaux marchés de la vieille ville. Le coût du projet est estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Momar Alisnia, Muntaga et Mokhtar Sek, pardon. Le marché de Dartout, le marché de Pékin et celui de Sor vont être entièrement reconstruits grâce à un partenariat entre la commune de Saint-Louis et la caisse de dépôt et de consignation. Le coût global du dit projet est estimé entre 8 et 10 milliards de francs CFA. Nous sommes là pour opérationnaliser les directives du président de la République. Nous sommes là pour mettre en forme un projet de reconstitution et de modernisation des marchés de Saint-Louis. Et nous avons convenu avec M. le maire de faire des choses qui seront magnifiques pour les populations. Je rappelle que nous sommes accompagnés par notre bureau d'études, CACU, qui était là pour voir techniquement ce qu'on peut faire. Je pense que les Saint-Louisiens peuvent, en tout cas espérer, doivent savoir que nous avons un projet qui sera très très porteur pour la commune. Nous avons fait des simulations et des évaluations, mais il est évident qu'il faut techniquement aller en profondeur pour savoir exactement ce que coûte ce projet. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la fourchette de 8 à 10 milliards et nous pensons que la CDC doit être capable de mobiliser ses ressources pour la commune de Saint-Louis. Est-ce que les travaux des 3 marchés ne risquent pas d'avoir des impacts aussi bien pour les commerçants que pour la commune? Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie sociale qui va prendre en charge ces questions en discutant avec l'ensemble des acteurs et des solutions, des alternatives seront trouvées. Nous allons prendre en compte toutes ces considérations. Ce qui est important, c'est après. C'est que les populations, les acteurs puissent se retrouver et aussi voir leurs activités gagner en valeur ajoutée. Les populations de la capitale du Nord, quant à elles, espèrent que ces travaux de reconstruction des 3 marchés de Saint-Louis auront des délais raisonnables.
Mairie de Dakar, Soham Wardini prête à briguer un autre mandat. Le maire de Dakar souligne cependant que le choix revient à Tahaou, à la coalition Tahaou Sénégal. Elle a indiqué en marge de la rencontre des femmes conseillères à la ville de Dakar. Ces dernières qui ont profité du cadre à Sali pour faire un plaidoyer sur la représentativité des femmes à la tête des collectivités locales. Pour elle, les femmes représentent une infime minorité qu'il urge d'y remédier. Soham Wardini au micro de Muntaga Kane. Le moment venu, nous nous réunirons pour choisir le candidat de cette coalition. Peu importe la personne qui va la diriger, nous souhaiterons que ce soit une femme, puisque nous avons déjà lancé un appel pour que les femmes soient majoritaires dans les prochaines collectivités territoriales. Mais peu importe la personne qui va diriger cette liste, l'essentiel pour nous, c'est de gagner Dakar. Que nous sommes dans le processus, vous le savez bien, nous connaissons maintenant la date des élections. Si je suis choisie, je suis prête à l'être. Vous vous rendez compte, dans le département de Dakar, il y a 19 communes. Il n'y a pas une seule femme maire de commune. Est-ce normal? Alors que nous votons, c'est nous qui élisons ces maires-là. Il est normal qu'il y ait des femmes à la tête des mairies. Et je vous dis encore, une femme, elle gère toujours mieux qu'un homme. Les femmes, ce sont elles qui gèrent les foyers. Quand on peut gérer un ménage, faire des économies dans un ménage, vous pouvez gérer une collectivité territoriale. Si on se bat pour les collectivités territoriales, c'est pour aller plus loin vers d'autres postes. Et puis, fin de cavale pour Baye Modoufal, alias Boydjiné. La gendarmerie nationale a mis la main sur ce fugitif avant-hier jeudi à Missira, dans la région de Tambacounda. Boydjiné s'était évadé du camp pénal de Liberté 6 dimanche dernier et a accordé une interview exclusive à ITV, prétexte pour Walf Quotidien de revisiter l'album Souvenir des évasions célèbres de Yadikone, Boydjiné, Alex et Bouba Chinois. Elhaj Malik Sissé et Seydina Mbaye signent l'article de la semaine. Il a tenu en haleine tout le pays. Baye Modoufal, alias Boydjiné, a été arrêté par la gendarmerie à l'entrée de la commune de Missira, dans la région de Tambacounda. Son évasion était un prétexte pour Walf Quotidien de revisiter l'album Souvenir des évasions célèbres de Yadikone à Boydjiné. Le prétexte, c'était par rapport à l'affaire Boydjiné. Je me suis mis à réfléchir et j'ai dit, que faire? Et là, je me suis mis à compter le nombre d'évasions de Boydjiné. Et j'en étais arrivé au nombre de 12. Et tout de suite, je me suis souvenu aussi de l'histoire de Yadikone. Et je me suis dit, donc pourquoi pas ne pas faire remonter l'histoire et puis raconter ces évasions-là. C'est là où je suis arrivé à l'histoire de Yadikone, Boubou Chinois, et puis des célèbres bandes d'Alex et Ino. Et ensuite, il y a l'affaire Boydjiné. Le quator, ou bien si on peut dire 5, parce que Alex et Ino, pour moi, c'est comme des frères, c'est aussi à moi, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est 4 ou 5 personnes qui ont marqué et qui continuent de marquer encore l'histoire de l'administration pénitentiaire. Après son évasion, le fugitif à visage découvert et à cœur ouvert a accordé une interview exclusive à ITV. Boydjiné est revenu entre autres sur les raisons de son évasion, sa vie carcérale. Et le directeur de la prison du camp pénal de Liberté 6 est le premier à en faire les frais. Il a été tout simplement relevé de ses fonctions. C'est comme dans l'affaire Alex et de la bande à Alex et Ino. Il y avait des sanctions, parce qu'à l'époque aussi, le directeur de la prison a été relevé de ses fonctions. Il y a aussi, l'adjoint au régisseur. Il y a eu pas mal de personnes qui ont eu des problèmes par rapport à cette évasion-là. Donc, on a l'impression que ce sont les mêmes faits qui se produisent. Pour Walf Quotidien, un dîner peut en cacher un autre. Il a déjoué la sécurité du quartier de haute sécurité du camp pénal avant de prendre la poudre d'escampette dimanche dernier. Juste un jeu de mots, parce que Yadikone aussi était surnommé Djiné. Il avait lancé un défi au juge Desprez en lui disant que après la prière de 14h, vous n'allez pas me trouver dans ma cellule. Et les gens ont tout de suite dit que c'est un djinn. Et comme Boydjiné, lui aussi, Baye Modoufal, il est intitulé, on l'appelle le djinni,
Je me suis dit, c'est un jeu de mots, donc un djinn n'est pas en cacher un autre. Parce que pour les uns, Boy Djiné a la complicité de l'administration pénitentiaire, mais pour d'autres, le Boy Djiné, c'est un as, il a des pouvoirs mystiques. Est-ce qu'il en a? Je ne saurais le dire. Les longues détentions préventives, la surpopulation carcérale, toujours dénoncée par les justiciables et les droits de l'hommiste. Une réforme de nos prisons s'impose. Aujourd'hui, il urge de revoir, les mandats de dépôt. Pour moi, je ne suis pas trop justice, mais je pense que plutôt aujourd'hui qu'il est urgent de faire des mandats de dépôt l'exception, au lieu d'en faire la règle. Aujourd'hui, les prisons sont... Il y a un nombre pléthorique dans les prisons. Rien qu'à Rebeuss, il y a un nombre qui dépasse l'entendement. Comment les gens vivent là-bas? On voit tous les jours des détenus qui racontent les conditions de vie dans les prisons. Mais qu'en est-il réellement? Les gens qui le vivent au quotidien, vous-même, dans votre chambre, parfois il vous arrive d'étouffer. À plus fortiori d'être en prison. Donc il est temps que l'État repense à la politique des prisons, qu'il essaye. Par exemple, c'est une bonne chose, par exemple, les bracelets électroniques là. Mais est-ce que ça peut marcher au Sénégal? Je ne sais pas, je ne saurais le dire, parce que je ne suis pas une spécialiste. Mais je pense que si on y réfléchit bien par rapport aux bracelets électroniques, ça peut être un début de solution par rapport à la décongestion des prisons. Des ex-tolards ont fait parler leur génie en matière d'évasion spectaculaire. Un album souvenir dans Walf Quotidien. Il s'agit de Boy Djiné, Bouba Chinois, Alex et Yadikora. Merci à vous d'avoir suivi ce journal, mais restez informés sur www.emedia.sn. On se retrouve demain pour un autre 19h45. À suivre ce soir votre série Dérapage et Fourré au méthode avec Ndaï Marem Gaye. Bonne soirée à vous.